Salam alaikum wa barakatuh, Boubka. Comment tu vas? Alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, merci. Alhamdulillah, et toi? Bienvenue, ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la finance, l'islam et moi. Donc, on poursuit la série avec notre cher Boubker. Et aujourd'hui, on aborde un petit peu comment fonctionnent un petit peu les banques, les produits qu'il y a dedans, etc., etc. Donc, ça va tourner autour des banques aujourd'hui. D'accord? Donc, De banque islamique, des banques effectivement. islamiques, bien entendu. Bien entendu. Alors, du coup, est-ce que tu peux, bon, déjà c'est déjà présenté, on va pas refaire revenir dessus. Je vous invite à regarder l'épisode numéro 1, parce que lui, il a un CV long comme un bras, donc on va gagner du temps. Et du coup, est-ce que, bon, tout de suite, on va entrer dans mettre les pieds dans le plat, hein. Est-ce que tu peux nous présenter, nous dire les différences qu'il y a entre une banque traditionnelle et une banque islamique? Ok, ok. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, effectivement, cette question, quelle est la différence entre une banque islamique et une banque classique? C'est une banque conventionnelle, comme on dit, c'est une question qui est récurrente. Peut-être avant d'expliquer les différences, il faut insister sur un point. D'abord, c'est quoi le rôle d'une banque, qu'elle soit islamique ou qu'elle soit conventionnelle? Une banque, son rôle, c'est de financer l'économie. Comment est-ce qu'elle fait pour financer l'économie? Elle va collecter des ressources. Elle va avoir ce qu'on appelle des ressources, c'est donc les capitaux, l'argent qui va venir de différents canaux. Ça peut être l'argent des clients qui déposent leur argent dans des comptes, les fameux comptes courants, les comptes de dépôt rémunérés, les comptes épargne, etc., etc. Elle peut avoir de l'argent, bien sûr, et avant tout de ses propres investisseurs. Ça, c'est son capital de départ. Ce n'est pas forcément ce capital-là qu'elle va utiliser pour faire des financements et des crédits. Elle peut avoir de l'argent, donc des ressources sur les marchés financiers. Elle va emprunter sur les marchés financiers. Et puis, elle peut avoir de l'argent auprès des autres banques. Ou bien, elle peut aussi avoir, dans certains cas, l'argent auprès de l'État en fonction des besoins parfois qui sont assez particuliers. Euh, le métier d'un banquier, on va dire le métier initial, original d'un banquier, c'est de faire ce qu'on appelle de la transformation. Il va transformer les ressources qu'il a sur ses comptes, qui sont des ressources qui ont une durée généralement courte. C'est-à-dire que quand tu ouvres un compte à la banque, un compte courant, ton argent il est disponible tout le temps. Si tu ouvres un compte épargne, ton argent il va être bloqué pendant une durée plus ou moins courte. Si tu ouvres un compte à terme, un dépôt à terme, ton argent va être bloqué pendant 12 mois, 24 mois, 6 mois, enfin bref, il y a plusieurs durées différentes. Et donc le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ses ressources courtes en quoi? Il les transforme en des crédits qui sont longs, généralement qui sont longs. Donc son savoir-faire, c'est ça, c'est de transformer des ressources qui ont des durées généralement courtes en des crédits qui sont qui ont généralement des durées plus longues que les ressources. Bon, ça, c'est le métier original du banquier. Avec le temps, le banquier s'est développé et il a donc plusieurs activités aujourd'hui, du financement, de l'investissement, du conseil, etc., etc. Mais disons, d'un point de vue assez simple, c'est ça son métier, c'est d'avoir des ressources qu'il va transformer dans des crédits. Maintenant, le banquier classique, banquier conventionnel, comment est-ce qu'il gagne de l'argent? Ben, il a de l'argent, les ressources qu'il achète, entre guillemets, en quelque sorte, en rémunérant les déposants. Il va leur donner un taux d'intérêt sur les dépôts à terme, par exemple 3-4%. Et cet argent, ensuite, il va le revendre, mais sous quelle forme? Sous forme de crédit et intérêt. Et donc, il va prêter cet argent et il va se rémunérer sur ses prêts. Bien sûr, le taux d'intérêt appliqué sur le prêt est généralement plus intéressant, plus élevé que le taux auquel lui, il achète. Sinon, il ne pourrait pas gagner de l'argent. On appelle ça de façon simplifiée, on va dire que c'est ce qu'on appelle le spread. C'est la différence entre le coût auquel il a l'argent, c'est-à-dire au coût auquel la banque elle-même se finance, et le coût auquel elle finance les autres. Donc la différence entre les taux, c'est ce qui lui permet de gagner de l'argent. Là, encore une fois, je fais une explication relativement simple. Ça, c'est la banque classique.
Encore une fois, j'insiste, hein, c'est une explication simplifiée. Aujourd'hui, les banquiers, la banque conventionnelle, elle s'est diversifiée dans ses activités, donc elle a d'autres moyens également de gagner de l'argent. Le banquier islamique, en réalité, il a le même objectif, c'est-à-dire financer l'économie et financer donc ses clients. Le banquier islamique, il est face aux mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il a ses capitaux propres, ses actionnaires, puis ensuite, il faut qu'il aille chercher la liquidité ailleurs. Il va chercher la liquidité auprès de qui? Auprès de, d'abord et avant tout, ses clients qui vont déposer leur argent, là aussi à travers des comptes courants et des comptes rémunérés. Sauf que la rémunération dans les banques islamiques ne s'appuie pas sur un taux d'intérêt. On va le détailler dans quelques instants. Pareil, le banquier islamique, en fonction du pays dans lequel il va avoir accès ou pas à de la liquidité sur les marchés financiers. Il va avoir accès ou pas à de la liquidité auprès de la banque centrale. Il va avoir accès ou pas à de la liquidité auprès des autres banquiers. Okay. Donc ça, le banquier islamique peut avoir accès à tout ça, mais ce n'est pas homogène, ce n'est pas automatique dans tous les pays où la banque islamique elle est installée. On en reparlera aussi peut-être un peu tout à l'heure sur où on en est dans certains pays. La différence avec le banquier classique, c'est que le banquier islamique, lui, il n'a pas le droit au taux d'intérêt. Il ne peut pas prêter avec intérêt de la même manière qu'il ne peut pas emprunter avec intérêt. Et donc, ça veut dire que les mécanismes que le banquier islamique va utiliser vont être structurellement différents de la banque conventionnelle. Les mécanismes sont structurellement différents. Par contre, les objectifs sont les mêmes. Financer les agents économiques, les ménages, les particuliers, les entreprises et les États. Ce sont les outils qui vont être différents. Okay, c'est vraiment important de comprendre ça. L'objectif est le même, faire du financement et permettre à ceux qui ont de l'argent de faire travailler, de faire fructifier leur argent de façon islamique. Ce sont par contre les outils qui vont être complètement différents. Maintenant, le banquier islamique, quels sont ses outils? Comment est-ce qu'il gagne de l'argent et comment est-ce qu'il permet à ses clients de gagner de l'argent? Justement, c'est ça que je te pose comme question. Voilà. Et donc, dans le mécanisme de transformation, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au lieu d'utiliser le contrat de prêt ou d'emprunt, il va utiliser d'autres contrats de commerce, des contrats de location, des contrats d'investissement, ou dans une très très petite mesure, il va utiliser le contrat de prêt. Sauf que quand il utilise le contrat de prêt, il l'utilise obligatoirement à taux zéro. Par contre, s'il utilise un contrat de location, là on a le droit d'avoir un loyer. S'il utilise un contrat de commerce du type vente avec facilité de paiement, là il a le droit d'appliquer une marge. S'il utilise un contrat de type participatif, entre parenthèses, musharaka ou mudaraba, tous ces contrats qui existent dans le corpus du droit musulman, eh bien là, il aura le droit à une part de profit sur le projet qu'il va financer. Donc, à retenir, je suis désolé, c'est un petit peu long, mais c'est nécessaire d'y aller doucement pour que l'audience puisse... C'est important, ouais. Voilà, pour que les auditeurs puissent bien comprendre que, encore une fois, j'insiste, les finalités d'un banquier, qu'il soit islamique ou classique, sont les mêmes, c'est-à-dire proposer du financement à l'économie et permettre aux agents économiques qui ont de l'argent de faire travailler cet argent et donc de les rémunérer. En revanche, les différences reposent sur les outils qu'on va utiliser et par conséquent les contrats qu'on va utiliser. Donc les contrats islamiques, il y en a plusieurs, on peut en citer quelques-uns, Murabaha, Musawama, Ijara, Musharaka, Mudaraba. Tous ces contrats qui existent dans cet océan du droit musulman des affaires vont permettre aux banques islamiques de se rémunérer elles-mêmes et également de rémunérer leurs clients qui déposent leur argent à la banque et qui, eux aussi, cherchent ce qu'on appelle de la performance, du rendement et du profit. Et donc, c'est à travers donc, ces mécanismes-là qu'on va utiliser, qu'on va permettre donc, aux banquiers islamiques de gagner de l'argent. Et ce sont ces mécanismes qui vont distinguer le banquier islamique d'un banquier conventionnel. Très important aussi, je peux le souligner maintenant, une banque islamique peut faire des opérations avec une banque non islamique. D'accord. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Par contre, une banque islamique ne pourra faire une opération avec une banque non islamique que si le contrat qui est utilisé entre les deux est conforme aux règles du droit musulman des affaires.
OK? Et donc, à partir du moment où on met en place cette conformité, finalement, tout le monde peut interagir ensemble. Tout le monde peut faire des transactions ensemble. Bien sûr, en respectant le cahier des charges de la finance islamique, qui commence par la conformité au droit musulman des affaires, dans le contrat, dans les projets qui vont être financés, dans la manière dont on va générer du profit pour les uns et pour les autres. Barakallahu, c'est vrai que tu l'avais cité ça dans le premier épisode. Tu disais que souvent les gens regardent des chiffres, mais il faut regarder dans les lettres, dans le contrat. Exactement. Toujours, toujours dans les lettres. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui va faire la différence entre un outil classique, enfin un instrument financier classique d'un instrument financier islamique ou conforme aux règles du droit musulman. D'ailleurs, on peut avoir plein d'instruments, même dans le droit français ou dans le droit positif. En réalité, quand on les regarde de près, ben, ils sont déjà islamiques. Hein. Si on parle de... Alors, ce n'est pas que forcément dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, on va parler du secteur bancaire, mais j'ouvre une petite parenthèse très rapidement. En dehors du circuit bancaire, tout ce que l'on appelle capital investissement, capital risque, business angel, on en fera peut-être un autre épisode pour les entrepreneurs. Mais tout ça, en fait, il y a déjà plein d'outils. Quand on les regarde, ils sont conceptuellement déjà islamiques. Là où on va faire un petit peu d'analyse détaillée, c'est dans les clauses des contrats pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport au droit musulman. Mais le principe et le concept, il est déjà en soi islamique. Voilà, je ferme la parenthèse et on revient sur le sujet des banques. Voilà, pour un petit peu permettre donc aux auditeurs et aux téléspectateurs de bien cerner la différence entre la banque islamique et la banque conventionnelle. Très bien. Ok, du coup, alors on va venir à la question qui est importante parce que j'aimerais comprendre, tu pourrais expliquer certains produits. Donc, du coup, quels sont les principaux produits que proposent les banques islamiques justement? Ok. Alors, bon, je les ai un petit peu cités dans cette première question. Parce que les gens qui comprennent, ils entendent Moudaraba, Mouchara, et là, on les Ok. perd. On va essayer de simplifier les trucs et comme ça, ils vont comprendre. Avec grand plaisir. Alors, je te propose peut-être d'illustrer Ok, allez. la réponse, ouais, d'illustrer la réponse à ta question à travers ce que j'appelle moi la pyramide des produits des banques islamiques. Alors, attends, hop, je vais mettre ça à mon écran. Tu me dis si tu le vois ou pas. Voilà. Là, normalement, tu dois voir quelque chose. Super. Ok. Tu vois, donc ici, il y a ce que l'on appelle, ce que j'appelle ici de façon très simple, la pyramide des produits des banques islamiques. Et dans cette pyramide, en fait, on voit les différentes catégories de produits. Et on les a mis en bas, c'est ce qui occupe le plus d'espace finalement dans le bilan d'une banque islamique. Donc on va retrouver dans la partie bleue, en bas, c'est la partie la plus grande, essentiellement et ça c'est un constat, il suffit de regarder tous les rapports du secteur bancaire islamique, on va trouver là, je ne sais pas si tu vois ma souris qui bouge, là où j'ai marqué commerce, on va trouver beaucoup d'opérations de commerce qui sont, la banque achète des biens pour les revendre. Okay. Elle les revend comment? Avec facilité de paiement. Donc elle achète, je dis n'importe quoi, à 10 000 pour revendre à 12 000 ou à 13 000 ou à 14 000 selon la durée sur laquelle le client va payer. Elles ont aussi beaucoup dans leur bilan des dépôts rémunérés qui s'appuient sur une forme de prise de participation. En réalité, j'aurais dû le mettre ici entre guillemets pour pas qu'il y ait de confusion. Mais ici, ça veut dire que le déposant, le client, lorsqu'il dépose son argent à la banque et qu'il veut être rémunéré, il va participer directement ou indirectement à l'activité de la banque, soit sur la partie de commerce, soit sur d'autres de ses activités. Okay. Les banques islamiques utilisent aussi beaucoup, alors moins en Europe et en France, mais beaucoup dans d'autres pays, notamment en Asie et dans les pays du Golfe, des contrats de location de biens. Par exemple, si tu vas dans les pays du Golfe, à Bahreïn ou à Dubaï, tu vas trouver des concessionnaires des concessionnaires automobiles qui appartiennent à des banques islamiques. Ce sont des filiales. Donc, les banques islamiques vont mettre en place des des contrats de location avec ou sans option d'achat. En tout cas, c'est ce qui va leur permettre de générer, là aussi, du loyer, donc du revenu pour elles. Et tout en haut de la pyramide, finalement, c'est celui qui occupe le moins d'espace, c'est le prêt à taux zéro. Encore une fois, vous l'avez compris, tu as compris, c'est que les banques islamiques ne peuvent pas gagner de l'argent sur un prêt. Donc, soit elles n'en font tout simplement pas,
soit lorsqu'elles en font, elles le font dans des proportions relativement petites. Okay, soit, par exemple, elles ont des clients de type entreprise avec lesquels elles font plein de murabaha, de ijara, etc. Et de temps en temps, bah, ce client, bah, il a besoin d'un découvert, par exemple. Eh bien, la banque, elle peut lui accorder un découvert, généralement qui n'est pas important en termes de montant, sur une durée qui est également courte, sans le rémunérer ce découvert, sans prendre ce qu'on appelle des agios, etc. Des agios, etc., etc. Donc maintenant, pour mettre le contrat arabe, ou le contrat du droit musulman face à chacun de ces produits, par exemple, ça c'est un contrat. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un, mais c'est le plus répandu, c'est le contrat de murabaha. La banque achète pour revendre avec facilité de paiement. C'est une opération pure et simple de tijara, comme on dit en arabe, une opération de commerce. Tout ce qui est partage des pertes et des profits, avec tous les risques qui en découlent, ce sont les contrats de musharaka et de mudaraba. Okay, on va les trouver, c'est un peu ces contrats-là qui vont être utilisés, notamment la mudaraba, pour mettre en place ce qu'on appelle un dépôt à terme islamique ou un compte à terme islamique ou tout simplement ce qu'on appelle dans certains pays les dépôts d'investissement. Toi, ton argent, tu n'en as pas besoin, tu veux le faire travailler, bah, tu le déposes à la banque. La banque te dit, écoutez, votre argent, on va le bloquer pendant 3 mois, 6 mois, 18 mois, 24 mois. Et à l'issue de cette période-là, on va vous donner une part de profit. Okay, c'est ce qu'on appelle un dépôt à terme. Et souvent, le contrat qui est utilisé, c'est le contrat de mudaraba. Il y a d'autres contrats, mais ici, je ne suis pas exhaustif. J'insiste sur ce point, mais c'est juste pour donner quelques éléments. Les contrats de location, c'est le fameux contrat de ijara, avec une variante du type LOA, location avec option d'achat. C'est ce qu'on appelle ijara muntahiya bit tamlik. Okay, et le contrat de prêt, c'est le contrat de qard. Donc, le prêt non rémunéré, c'est-à-dire vraiment le PTZ, le prêt à taux zéro. Dans certaines banques, la seule chose, le seul montant qui est prélevé, c'est un petit montant qui correspond juste à la mise en place du prêt. Et encore, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Généralement, c'est un montant qui est fixe, qui ne dépend pas du montant emprunté ou prêté, et qui permet de couvrir juste les frais de mise en place, à savoir il y a quelques documents à imprimer, il y a quelques documents à envoyer par voie postale, par exemple. Eh bien, tous ces frais-là sont facturés au client. Okay, mais, par exemple, le temps de travail que le collaborateur de la banque passe à mettre en place ce prêt ne fait pas partie de ces frais-là. Il y a certains savants qui disent que le temps qu'on met à mettre en place le prêt n'est pas un temps que l'on facture au client. Parce que, d'un point de vue islamique, j'insiste sur ce point, le prêt n'est pas un produit qui doit générer du gain. C'est fondamental. Le prêt, c'est un contrat qui rentre dans la catégorie de bienfaisance. Et pas un contrat qui rentre dans la catégorie des contrats commerciaux ni des contrats d'investissement ou quoi que ce soit. Okay, voilà un petit peu, si je devais te simplifier la configuration des produits dans les banques islamiques. Ça tombe bien, justement, j'ai une question à te poser justement là-dessus. Parce que de mon audience, il y a beaucoup, ça revient. Et je pense que tu as déjà entendu aussi. Les gens, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que beaucoup de musulmans, ils vont penser que les produits comme les prêts immobiliers, donc, tu viens de dire, c'est des intérêts cachés, c'est triché, pour eux, c'est maintenant, ils sont là, ils se financent, ils changent les termes, c'est de l'arnaque. Est-ce que tu peux expliquer? On a déjà expliqué un peu certaines choses dans l'épisode 1, que je vous invite toujours à aller regarder. Et là, bah, du coup, si tu peux détailler ça comme ça, pas une fois pour toutes, mais au moins, on va rappeler les choses. Le rappel pour aux croyants, comme on dit. Oui, bah, effectivement, c'est une objection qui revient souvent. Les banques islamiques ne font rien d'autre que du prêt à intérêt déguisé, etc., etc. Finalement, elles gagnent de l'argent comme dans la banque classique. Alors oui, les banques islamiques gagnent de l'argent. Une banque islamique est une organisation privée avec des investisseurs privés, des actionnaires, dont l'objectif est de gagner de l'argent à la fin de l'année à travers le résultat, et ils espèrent que leur résultat sera positif.
Donc, encore une fois, et je l'ai déjà dit tout à l'heure dans l'introduction, la finalité reste la même, c'est-à-dire financer les agents économiques tout en gagnant de l'argent. Maintenant, ce sont les instruments qui vont être différents. Et donc, oui, on peut changer les mots, mais en réalité, lorsque l'on change les mots, on change la nature juridique des opérations. Et donc, quand tu vas voir un banquier classique et que tu lui dis, bah, mettez la murabaha avec nous, venez, on s'assoit autour de la table et on vous aide à mettre en place la murabaha. Ok. Quand on lui explique c'est quoi la murabaha, le banquier islamique vous dit, mais je ne sais pas faire ça. Moi, je ne sais pas faire de commerce. Je sais uniquement prêter de l'argent. D'accord. Parce que dès l'instant qu'on lui dit qu'il doit faire du commerce, ça veut dire qu'il devient bah, tout simplement commerçant. Il achète et il revend. Un banquier islamique ne sait pas acheter des marchandises. Ah pardon, un banquier classique ne sait pas acheter des marchandises. Un banquier classique, il sait faire principalement du prêt. Prêt. Ses outils informatiques, euh, son staff, ses contrats, ses documents sont faits que pour faire principalement du prêt. Ok. Même le dépôt, le compte courant, en réalité, quand on revient historiquement, c'était considéré comme un prêt. C'est le client qui prête son argent à la banque. C'est pour ça qu'il est rémunéré. Comment il est rémunéré? Par des intérêts. Et c'est aussi pour cette raison que les savants disent que le dépôt rémunéré dans une banque, dans une banque classique, il est haram. Et le dépôt rémunéré dans une banque islamique, il est halal. Pourquoi? Parce qu'il ne repose pas sur le contrat de prêt. Donc, c'est fondamental de comprendre que, encore une fois, les outils, les instruments juridiques sont différents et la manière dont ils sont mis en place implique que ce soit différent pour une banque islamique, de la même manière qu'une banque conventionnelle qui veut faire un produit islamique. Alors, on pourra détailler un petit peu plus tout à l'heure comment ça doit s'organiser, mais une banque islamique, encore une fois, son objectif c'est de gagner de l'argent, mais c'est le comment elle gagne de l'argent qui la distingue de la banque classique. Bien Et donc, sûr. il ne faut pas s'arrêter à une lecture trop simpliste en disant on a changé les mots, mais finalement, on fait la même chose. Non, en changeant les mots, il se trouve que on fait les choses complètement différentes, mais on arrive peut-être au même résultat. Et, et la manière dont on arrive à ce résultat-là, elle est non seulement différente dans le contrat qu'on va utiliser, mais en réalité, même quand on regarde à l'échelle macro, c'est-à-dire comment une banque islamique elle-même, elle se finance ou elle se refinance. Comment est-ce qu'une banque islamique elle-même, elle fait des investissements sur les marchés? Eh bien, en fait, toutes les règles islamiques qu'elle applique à ses clients, elle se les applique aussi à elle-même. Et donc, toute l'éthique qu'on va appliquer aux clients, on va aussi la transposer derrière, dans l'arrière-boutique, entre guillemets, parce que la banque islamique, elle ne peut pas, en fait, faire de l'islamique qu'avec ses clients Ah et pas oui. avec ses fournisseurs de liquidités, etc. Au contraire, c'est islamique de bout en bout. Et du fait que ce soit islamique de bout en bout, bah forcément, ça a une conséquence à l'échelle macro. D'accord, très bien. Donc, du coup, il faut bien retenir que la banque islamique, elle est là avant tout aussi pour gagner de l'argent. C'est pas gratuit, c'est pas fait là. Donc, d'accord, ils sont pas là, ils ont un métier, ils ont une structure. Non, les gens oublient ça. Tout à fait. Et Et après, les structures, il existe des structures qui font du prêt à taux zéro, etc., ou qui sont dans une dynamique sociale. mhm, Mais ce n'est pas une banque islamique, ce n'est pas le rôle de la banque islamique. C'est le rôle d'organisation dont c'est l'objectif dès le départ. Donc elles-mêmes, elles vont avoir des subventions, elles vont avoir accès à des ressources gratuites, etc., etc. Donc à partir de là, elles peuvent faire du prêt à taux zéro, mais elles n'ont pas d'objectif lucratif. d'accord. Ah, Voilà. association Donc, but non lucratif. oui, association, peu importe, ça peut être d'autres formes juridiques, mais dès le départ, c'est leur vocation. Vocation, d'accord. Mais, mais la vocation d'une banque n'est pas de faire d'une banque islamique, Islamique, n'est pas de faire du prêt à taux zéro. d'accord, très bien. Écoute, moi, j'ai dans mon audience, dans plusieurs pays francophones, même du Maghreb et tout ça, qui ben, qui savent pas c'est quoi la situation au niveau dans le monde francophone et au Maghreb des banques islamiques.
Ok, alors le monde francophone, c'est grand. On va essayer d'y aller, allez, du nord au sud. Voilà, bismillah. Du nord au sud, en commençant par l'Europe. Alors, la Belgique, le Luxembourg, la France. Aujourd'hui, ni en Belgique, ni au Luxembourg, il n'y a de banque islamique. Ok? D'accord. En France, bonne nouvelle, il y a des produits financiers islamiques, mais dans des banques classiques. Donc, en Ah, France, dans la réglementation, le statut de banque islamique n'existe pas. En France, dans la réglementation, on connaît le statut de banque. Maintenant, une banque, dans la loi française, il ne lui est pas interdit de mettre en place un certain nombre de produits. Ces produits qui respectent le cahier des charges du droit musulman, il y a quelques banques qui les proposent. Okay, d'accord. ça, c'est en France. On descend un petit peu plus vers le sud, donc le Maghreb, l'Afrique du Nord. Mhm, De la Mauritanie à la Libye. mhm, Alors, à la Libye, ce n'est pas francophone, mais disons de la Mauritanie à la Tunisie. mhm. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des banques islamiques dans tous ces pays-là. D'accord, ok. Sauf qu'elles ne s'appellent pas toutes banques islamiques. Par exemple, au Maroc, Mhm. les autorités ont fait le choix d'utiliser un autre terme. Donc, si vous cherchez banque islamique au Maroc, vous n'allez pas trouver. Au Maroc, les banques islamiques s'appellent les banques participatives. Merci pour l'info. Comme Euh, ça, l'audience, ça peut les aider, je pense. Mais c'est qui ne devrait voilà, chercher la banque islamique au Maroc et voilà, écoutez bien. exactement. On les appelle Al-Bonouk et les banques participatives en français. En Algérie et en Tunisie, le statut de banque islamique est reconnu en tant que tel. En Mauritanie, dans la réglementation, je ne sais plus, mais il existe par exemple la Banque islamique de Mauritanie, la BIM. Et il y en a D'accord. d'autres qui proposent aussi des produits financiers islamiques. Ça, c'est l'Afrique du Nord. Donc, on a des banques islamiques. Le statut de banque islamique existe, le statut juridique. On descend un petit peu plus bas, l'Afrique de l'Ouest. Non. Donc, toute la zone UEMOA. Mhm. Parce que l'UEMOA couvre aussi l'Afrique centrale. Là, je parle uniquement de l'Afrique de l'Ouest. Là aussi, j'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, de travailler avec les autorités là-bas. On a mis en place la réglementation de la banque islamique et de la microfinance islamique. Alhamdulillah, il y a quelques banques islamiques au Niger, au Sénégal, en Guinée. Il y a la Banque islamique du Sénégal, la Banque islamique du Niger, la Banque islamique de Guinée. Il y a aussi des grands groupes bancaires qui ont lancé ce qu'on appelle des branches islamiques. D'accord. Ok. Donc, c'est une maison mère classique qui a Mhm. déployé euh, toute une organisation et un capital spécial pour lancer ce qu'on appelle dans la sous-région ouest africaine des branches islamiques. Et D'accord. plus récemment, je ne sais pas s'ils l'ont publié ou c'est en cours de publication, la Banque centrale, qui est la BCEAO, c'est une seule banque centrale qui régule les 8 pays du MOA, en train de mettre à jour sa réglementation pour créer encore un nouveau statut des banques islamiques. D'accord. Voilà. Mais Ça, alhamdoulilah, il y a les choses, elles ont avancé. C'est pas récent, hein, c'est vieux. D'ailleurs, les premières banques islamiques au Sénégal et au Niger, elles datent des années 80. Sauf que pendant très longtemps, il n'y avait pas de réglementation qui accompagnait cette activité. C'est que depuis 2016-2017 que les autorités ont un petit peu changé les règles et la loi pour reconnaître de façon plus officielle cette activité-là. Voilà. Après, en Afrique centrale, parce que c'est aussi un peu francophone, pour l'instant, il n'y a pas Si, la réglementation, elle a aussi évolué au niveau de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Il y a une loi sur les banques islamiques, il y a une loi sur ce qu'on appelle les fenêtres islamiques. Donc, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas encore une banque 100% islamique en Afrique centrale, sauf erreur de ma part, mais il y a des banques qui proposent des produits islamiques, des banques d'accord. classiques qui ont mis en place ce qu'il faut pour lancer des produits islamiques. Voilà un petit peu géographiquement, du nord au sud, un petit état des lieux très rapide de, 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 de la présence des banques islamiques dans ces pays-là. D'accord, très bien. Et du coup, alors revenons en France, en France même, la situation, on a quoi? C'est pourquoi ça bouge pas? On a l'impression que ça bouge pas en fait. On compare souvent par rapport à l'Angleterre, ça va toujours, ça nous fait mal, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, en France, alhamdoulilah, ça bouge, hein. Il n'y a pas, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de banque islamique en tant que telle, mais il y a des Mhm. banques classiques qui proposent des produits islamiques.
Donc, là aussi, très souvent, on nous dit, oui, mais comment c'est possible qu'une banque classique, une banque conventionnelle, comment ose-t-elle faire de l'islamique ou comment ose-t-elle se revendiquer comme étant une banque islamique? Alors, très particulièrement en France, Mhm. les quelques banques qui proposent des produits islamiques, elles-mêmes ne se sont jamais revendiquées comme étant des banques islamiques. Encore une fois, parce que de toute façon, ce statut n'existe pas dans la loi française. Ok. Par contre, elles ont mis en place, elles ont déployé, en tout cas pour l'une d'entre elles, que je connais très bien parce que j'ai participé à sa mise en œuvre, elles ont déployé ce qu'on appelle une fenêtre islamique. Alors, fenêtre en français, ça ne fait pas très joli. En anglais, on appelle ça Islamic Window. C'est C'est joli, mais plus, bon. c'est plus joli. C'est Bon, plus joli en anglais. C'est la traduction pardon, simplifiée de Islamic Window. On a appelé ça fenêtre islamique. On veut plutôt appeler ça un compartiment, département, une business unit, voilà, département, allez. département islamique, mais encore une fois, qui doit respecter un certain cahier des charges. Ce n'est pas un simple, comment dirais-je, argument commercial. C'est pas un simple argument de communication. Vraiment, là aussi, il y a toute une organisation que les banques classiques qui veulent mettre en place de la finance islamique doivent déployer. Là aussi, si tu veux, je peux te partager à l'écran un petit peu comment ça fonctionne Eh, pour bismillah. illustrer un peu, illustrer pardon, mon propos. Alors attends, je vais chercher ça. Alors, est-ce que tu vois mon écran ou pas? Ou pas encore? Je pense que tu ne vois pas encore. C'est pas encore arrivé. C'est bon. Là, tu dois avoir un truc qui s'appelle le modèle opératoire de l'Islamic Window. Ah, il y est. Tu le vois? Bon, c'est écrit en tout petit, mais c'est pas grave. Je vais commenter le truc. Là, on imagine qu'on est dans une banque conventionnelle. Ok, En bleu, ce que j'ai illustré ici, c'est l'activité bancaire conventionnelle. d'accord. En vert, je n'ai pas fait preuve de beaucoup d'originalité, l'activité dite islamique à l'intérieur de la banque conventionnelle. En fait, le carré représente la même entité juridique, la même personne morale. D'accord. Ok. Euh, En dehors de ce carré, la banque interagit avec les autres banques et avec la banque centrale. Tu le vois en bas là? Ok. Tout à fait. Donc, dans la banque, je vais partir de la banque conventionnelle pour après expliquer la banque islamique. Ok. Enfin, Ok, ça marche. pour Ok. expliquer l'activité islamique à l'intérieur de la banque conventionnelle. Non. Alors, dans son activité classique, la banque conventionnelle, elle a des clients avec lesquels elle a une relation contractuelle conventionnelle. Ok. Le client, quand il ouvre un compte ou quand il demande un prêt, la plupart du temps, c'est basé sur des intérêts. Là, tu vois ma souris qui C'est bouge? Allez. nickel. C'est Ok. nickel. Le client, il dépose de l'argent ici, ça va sur son compte. Ok. Là, il y a des procédures, il y a du reporting, il y a de l'audit, tout ce qu'il y a de plus classique, comme dans toutes les banques, il y a des procédures, il y a des contrôles, il y a du reporting, il y a de l'audit, etc., etc. Ok. Là, cette relation entre le client et la banque, de la même manière que cette relation entre la banque et les autres banques, elle est basée sur de l'intérêt, pur et simple. Ok. De l'autre côté, c'est la même entité, Non. elle met en place des comptes islamiques ou des financements islamiques. Le client, ici, il a une relation contractuelle qui est islamique. D'accord. Murabaha, musharaka et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Par contre, la banque conventionnelle déploie en interne tout un dispositif qui permet vraiment de distinguer entre les comptes et les produits islamiques, de les distinguer des comptes et des produits conventionnels. Donc, C'est vraiment là. c'est deux comptes différents. C'est dans leur système informatique, on a vraiment deux rubriques différentes. D'accord. Donc, l'argent ne se mélange pas, en fait. L'argent du côté. Alors, c'est ça, en quelque sorte, parce que l'argent, c'est fongible. Ok, L'argent dans les ordinateurs, ce sont que des écritures. tout à fait. Et toi, quand tu déposes en cash de l'argent dans ton compte, que tu déposes un billet de 100 € ou deux billets de 50 €,
Ça, c'est fongible, en fait. D'accord? Donc, il n'y a pas de séparation matérielle, si tu veux, du cash. Non, Mais il y a une séparation technique, ok, au niveau du traitement, à la fois informatique et également du traitement comptable. ok. Parce qu'effectivement, on a besoin de séparer les deux activités. Et là, la relation contractuelle étant conforme aux règles islamiques, elle ne génère pas d'intérêt. Quand c'est un contrat de financement, ça génère des profits pour la banque. Quand c'est un contrat d'investissement, de dépôt, ça génère du profit pour le client. Ok. De la même manière qu'une banque, elle a des procédures pour son activité conventionnelle, elle aura des procédures spécifiques aux opérations islamiques. Elle aura un contrôle et un reporting spécifiques aux opérations islamiques. Et en plus, elle aura aussi de l'audit de conformité à la charia. Je ne sais pas si tu le vois là, c'est écrit en tout petit, audit conformité Ouais, charia. ouais, c'est bon, ouais. Et en fait, Est-ce que tu peux expliquer tout ça pour l'audit? Tu peux l'expliquer En fait, rapidement, précisément? l'audit, on va le voir, hein, c'est soit en interne, soit en externe, un expert auditeur qui vient pour veiller justement à ce que les activités islamiques sont réellement islamiques, qu'elles ne se mélangent pas techniquement avec les activités conventionnelles. Et par exemple, tu vois, quand tu donnes ton argent ici, Mhm. là, il est strictement interdit que cet argent aille être investi ou placé dans l'activité conventionnelle. Tu vois, Bien là, sûr. il y a un stop. Tu vois. Ok. Par contre, aller dans l'autre sens, c'est tout à fait permis. Tu peux prendre de l'argent ici et le transformer dans une activité islamique, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. À partir du moment où tu as le bon contrat islamique, il n'y a pas de problème. Ok. Tous les investissements qui sont faits ici génèrent du profit. Bien sûr, la part de profit des actionnaires, elle remonte aux actionnaires. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok. C'est Quoi qu'il en soit, on va mettre en place tout un dispositif qui va permettre de séparer une espèce de mur hein, qui est virtuel entre l'activité islamique et l'activité conventionnelle. Okay. Donc, ça va être une séparation comptable, une séparation au niveau du système informatique qui permet à chaque instant de savoir quel est le stock, entre guillemets, de liquidité islamique, quel est le stock de produits financiers islamiques, quel est le stock d'investissement islamique, etc., etc., etc. ok. Donc, on a une traçabilité permanente de ces deux, et une distinction des deux activités. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on a créé une mini-banque à l'intérieur de la banque. Donc, c'est ça. Sauf que bah, elles sont sous la même personnalité morale, sous la même entité juridique. C'est bon, on dit que c'est département, c'est le mot adapté. Un Voilà, département dans le. c'est ça. C'est pour ça que parfois, d'un pays à l'autre, par exemple, l'autorité de réglementation va dire bah, ici, au niveau des agences commerciales, il faut qu'elles soient séparées des agences D'accord. commerciales Ok. classiques. Ce n'est pas systématique, ça dépend du pays dans lequel on est. Mais Tu en vois, France, c'est pas de en problème France, que ça fonctionne comme ça. En France, non. En France, on n'a qu'une seule banque d'ailleurs qui est accessible et elle a, dans la même agence, tu vas trouver le produit islamique et le produit classique. J'ai une petite D'accord? question, si tu Ouais. peux me répondre. Souvent, même moi, je pensais ça avant de savoir. Souvent, on pensait que ce genre de banque et de produits que ce genre de banque met à disposition des musulmans, c'était destiné seulement aux personnes, les grosses fortunes musulmanes. Pas du tout. Non, aujourd'hui, Je pensais ça, tu vois. aujourd'hui, alhamdulillah, tout le monde peut ouvrir un compte courant islamique à l'intérieur de ces banques-là. D'accord. Déjà, le compte courant islamique, il va permettre de voir qu'effectivement, là, ton argent ne va pas être utilisé dans des activités classiques. Ton argent, Donc, hop, il va être utilisé que dans des activités islamiques. en gros, tu me dis qu'en France, alors, c'est voilà, parce que il y a des solutions Tout à fait. pour ouvrir un compte bancaire islamique, courant islamique. Tout à fait. Tout à fait. Et cette activité islamique à l'intérieur de la banque classique, elle va être auditée et supervisée par des experts en conformité à la charia. Alors, nous, dans notre activité professionnelle, dans le cadre de mon cabinet, on fait ça. On fait de la supervision et de l'audit de conformité charia, c'est-à-dire que on a notre staff qui va, nos éditeurs, qui, euh, au moins une fois par an, si ce n'est plus, vont vérifier tout ça, tout ce que je viens de te décrire, qu'effectivement, il n'y a pas de mélange, que l'argent islamique, entre guillemets islamique, est bien transformé dans des activités conformes. Mhm.
et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de rémunération non conforme, ni pour la banque, ni pour le client, que les contrats qu'on a mis en place au départ n'ont pas changé. Mhm. Voilà. Et si jamais il y a un nouveau produit qui va être mis en place, on va vérifier qu'il respecte toujours et de façon permanente le cahier des charges de l'activité islamique. Voilà un Super. petit peu. Je suis désolé, c'est un peu long, mais encore une fois, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas expliquer de Bien façon. comprendre les choses, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il essaie de synthétiser parce que c'est des choses qui peuvent durer une bonne journée. Oui, voilà, bah, nous, on fait de la formation. Bon, bien sûr, aux professionnels que l'on forme sur ces choses-là, on va beaucoup plus dans les détails. On Alors, explique. juste pour finir là-dessus, justement, bah, j'aimerais que tu présentes un petit peu ton activité. Ça s'adresse à qui? Et tu me donneras les coordonnées. Comment vous contacter, justement? Ça peut intéresser Alors, des gens de l'émission. nous, je te remercie, comme à chaque fois, tu le fais gentiment. Nous, on fait du conseil euh, d'abord aux institutions financières. Nos clients, ce sont les banquiers, les autorités, et toute forme d'institutions financières de type assurance, gestionnaire d'actifs et autres qui veulent mettre en place de la finance islamique. On est là, on D'accord. leur apporte nos savoir-faire sur la mise en place de bout en bout. Et on développe aussi, on a toute une offre de formation à destination des professionnels qui veulent se lancer dans la finance islamique. Et depuis quelques temps, on en reparlera peut-être une autre fois, on fait aussi de l'accompagnement aux entrepreneurs dans le cadre de la levée de fonds pour les aider à structurer de façon islamique leur levée de Ah, fonds. c'est assez Donc ça, intéressant, c'est ça. quelque chose qui est Ça, assez c'est récent, intéressant, qu'on est ça. en train de mettre en place. Voilà. Mais on en reparlera peut-être une autre fois parce que sinon, tu vas me lancer pour 2 heures. Mais c'est intéressant, ça, justement, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va répondre à un besoin. Et demain aussi, si un particulier veut se former, parce que tu m'as dit les professionnels, est-ce que tu as une offre pour des particuliers qui voudraient se former, comprendre la finance islamique? Une sorte d'initiation. Oui, alors notre formation qu'on a mis en place à destination des professionnels, elle est accessible même à des gens qui ne sont pas forcément du secteur financier. On a fait en sorte que le contenu soit accessible pour tous. Mhm, Bon, après, il faut juste que les gens aillent voir sur notre site formation.ifas.com. mhm. Ils font une demande d'entretien et puis si leur profil correspond à la formation, on leur permet d'y accéder. Sinon, on leur dit que la formation n'est pas faite pour eux. Peut-être parce qu'ils ont d'abord besoin de passer par autre chose. Ou... Voilà, en fait, la formation, elle est ouverte à tous, mais on fait un entretien préalable pour s'assurer que la personne va pouvoir suivre sans problème la formation. On n'est pas dans une logique, nous, de vendre pour vendre. On est dans une plutôt voilà, une approche un peu bienveillante. On s'assure juste que notre formation correspond bien au profil de la personne et surtout qu'elle répond à ce qu'elle cherche. Et Donc, est-ce que on cette fait un formation, entretien préalable. elle est diplômante ou pas? Certificat, quelque À la chose? fin de la formation, il y a un examen d'évaluation des acquis qui donne lieu à une certification pour ceux qui réussissent l'examen. D'accord. Et avec cette certification-là, ça peut travailler autre part, on peut travailler dans la finance islamique. Ça aide en tout cas, non? Est-ce que c'est reconnu? Non, c'est Oui, reconnu. ça aide, ça aide. Alors, le cabinet IFAS, il est connu à l'échelle mondiale, donc bon, c'est une Ah, d'accord. référence. Ma- Maintenant, nous, on ne fait pas de fausses promesses, hein. Tu sais, pour décrocher un emploi dans une banque islamique ou ailleurs, il ne suffit pas d'avoir juste notre formation, il faut avoir d'autres skills, d'autres compétences qui complètent l'expertise métier finance islamique. D'accord. Euh, Par exemple, je sais pas, moi, si tu es gestionnaire de compte, nous, dans notre formation, on n'apprend pas la gestion d'un compte. On apprend quels sont les produits islamiques, comment ils fonctionnent, comment ils sont rémunérés, c'est quoi les règles contractuelles, c'est quoi quelques règles commerciales, etc., etc. Mais voilà, chacun a besoin, en fonction de son profil, peut-être de compétences complémentaires. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cet entretien préalable, justement, pour s'assurer que c'est accessible à tous. Après, la formation qu'on propose, elle n'a pas vocation uniquement à permettre à des gens de postuler quelque part. Ça va Elle a permettre à des vocation. personnes qui sont dans le système bancaire, par exemple, qui gestion de patrimoine, qui veulent peut-être. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le traditionnel qui veulent passer du côté islamique, le côté halal, par exemple, pour pouvoir se mettre à jour, comme on dit. C'est ça, en fait, la formation, elle permet à chacun de disposer d'un certain nombre de compétences et de connaissances et d'outils. Mhm. Après, à chacun, en fonction de son profil, de son parcours, va pouvoir mettre à profit cette formation. Par exemple, bah, ceux qui sont dans la finance, ils auront vraiment une visibilité assez globale. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui est dans le droit, qui est avocat, bah, il va bien comprendre les règles
juridique des contrats et des produits islamiques. Quelqu'un qui est dans le monde de l'assurance, il va comprendre comment ça fonctionne. Quelqu'un qui est dans l'accompagnement des entrepreneurs, quelqu'un qui est expert comptable. Enfin bref, pour tous les corps de métier qui tournent autour de la finance ou des besoins de financement ou d'investissement, la formation permet modestement, je pense, de répondre à, allez, peut-être pas, je ne vais pas dire 100% de leurs questions, mais à une très très grande partie de leurs questionnements. Ok, très bien. Voilà, Avec peut-être juste, bon, puisque tu me permets d'en parler, et j'insiste sur un autre point, c'est que c'est une formation qui est très pratique. Elle n'est pas scolaire, elle n'est pas 100% académique. Bien sûr, il y a de la théorie, mais on a construit le contenu sur la base de notre propre expérience de terrain. Et D'accord. donc, ça, c'est important parce que ce qu'on a dans notre formation, ce n'est pas des choses qu'on va trouver dans des livres, ce n'est pas des choses qu'on va trouver ailleurs. En fait, c'est voilà, c'est parce qu'on a vraiment construit le contenu en s'appuyant sur notre expérience de terrain et c'est ce qui enrichit un peu la formation. Ok, voilà, Clofik. En tout cas, merci Ça fait que, beaucoup, Bouker, c'est super bien. Franchement, bon, ben, la vidéo, regardez-la encore. Revoyez l'épisode 1 si ben, là, vous êtes un petit peu largué. Mais, et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les soumettre. Inch'Allah, je transmettrai à Bouker. Et pour l'épisode 3, demandez ce que vous voulez. On va regarder ça un petit peu et après, restez en tout cas, restez vraiment connectés. Inch'Allah, bientôt l'épisode 3. Donc, bah, Klofik, je te remercie pour ton temps et pour tes explications, merci à toi. machallah, très claires. Et on se dit à bientôt pour l'épisode 3. Inch'Allah. Avec grand plaisir. À très bientôt. Salam alaikum. Allez, Au revoir comme à ça, tous. on va bientôt.